Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, c'est votre rendez-vous décryptage quotidien de l'actualité entre 19h et 21h de lundi à vendredi. La prison centrale de Yaoundé, communément appelée Kondengui, du nom du quartier qui abrite ce pénitencier, a été hier le lieu de véritables scènes de guerre. Les détenus, du fait de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, là de voir leur situation sans issue, ont manifesté bruyamment hier pour réclamer leur libération immédiate. Ils seront rejoints peu de temps après par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, incarcérés à la suite des marches blanches du 26 janvier dernier, ainsi que du 1er juin 2019. Eux se plaignent des traitements inhumains que leur sont réservés depuis qu'ils sont à Kondengui. Après un retour progressif à la normale, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué, rappelle, pour le signaler, que 177 détenus ont été repérés parmi les meneurs et ont été interpellés. Ils sont dans les géoles, ils sont dans les commissariats et de la ville de Yaoundé pour exploitation. On y arrive. Pour en parler ce soir, je suis avec David Eboutou. Bonsoir David. Bonsoir Serge Alain, merci de me convier. C'était presque pas de course. Voilà, justement, on va aller vite. Dans vos studios, dont j'ai déjà quelques habitudes. Je viens de Yaoundé, il faut le rappeler. Donc je salue déjà vos téléspectateurs et toute la hiérarchie d'Equinox qui m'a fait le plaisir de me convier sur ce plateau ce soir. Je salue toutes les populations de Yaoundé qui m'écoutent, les amis qui se retrouvent dans les geôles de la prison centrale de Kondengui. J'en ai beaucoup de ce côté-là. Et je passe mes amitiés à tout le panel présent. Voilà, je vais me permettre de saluer tous les autres. À côté de vous, Fa Elvis Taillon. Bonsoir Fa Elvis. Good evening, Serge Allen. Good evening to the co-panelists who are quite present here. And I equally say good evening to my traditional ruler, the founder of Toujours. Village in Batibo. And then to those of Mbemi Central Subdivision and, to my founder of Mbemi Village, just besides Gunokwe. And also, to my founder of Baba Awan, village up there in the northwest region. And to say it's fortunate that we are here today. And we want to at least greet thousands of televiewers who are watching us and to say greetings to the people in the northwest and southwest region who are having it hot as of now in the name of Anglophone crisis. Voilà, on annonce également du côté de la prison de Boya un mouvement d'humeur de ce côté-là. Yes. Voilà, on en parlera. En face de vous, maître Martin Bitton. Bonsoir maître. Bonsoir Serge Alain Outou. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à tous nos nombreux millions de téléspectateurs. J'ai souvent l'habitude de dire que ils sont au moins une centaine de millions à travers le monde. Bonsoir à mes amis et ex-camarades ou camarades qui sont embastillés à Kondengui pour plusieurs raisons. Voilà. Je ne sais pas. Et vous êtes un ancien magistrat, c'est pourquoi on vous a convié à ce programme. Parce qu'on se plaint des lenteurs de ce côté-là. Ok, vous allez nous donner quelques éléments. À côté de vous, Camille Atiba. Bonsoir Camille. Bonsoir Serge et merci de m'avoir convié de nouveau ce soir. Et je me réjouis d'être parmi vous et puis permettez-moi d'adresser un bonsoir particulier aux co-panélistes. C'est pas évident de se retrouver dans un tel panel pour justement débattre ou alors échanger d'une actualité aussi brûlante comme celle que vous nous avez présentée tout à l'heure dans la thématique. Voilà, la prison centrale Yaoundé, au-delà de la mutinerie. David Eboutou, vous êtes là, vous avez informé, on va le dire comme ça, minute by minute, les internautes hier, et au-delà aussi, ce qui s'est réellement passé. Dites-nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier à Kondengui? Disons que c'est pas par hasard. Ça a commencé à quelle heure? Alors disons que c'est pas déjà par hasard que j'ai informé, comme vous le rappeliez tantôt, les internautes sur mes différentes pages Facebook hier. Il se passe que de façon tout à fait fortuite, je me retrouve à avoir des habitudes de ce côté de la prison centrale de Kondengui où j'y ai passé 30 mois de ma vie de façon tout à fait injuste et arbitraire. J'en porte d'ailleurs encore les stigmates. Donc je suis sorti de là il y a quelques mois et aujourd'hui, tout à fait de façon empathique, j'ai décidé de porter une cause que j'estime noble, défendre
les causes perdues que j'ai vues de mes propres yeux, que j'ai touché du doigt du côté de la prison centrale de Yaoundé. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, la RIX, pas déjà la RIX, mais un mouvement d'humeur s'est déclenché du côté de la prison centrale de Yaoundé hier aux environs de 11h. Il se passe que les détenus anglophones, qui sont au moins 200 de ce côté-là, ont décidé d'envahir la grande cour de l'intérieur de la prison, c'est la grande cour centrale, parce qu'il y en a deux cours. Il y a la grande cour centrale qui est réservée aux détenus et il y a une petite cour dite cour d'honneur qui est réservée au cadre administratif de l'administration pénitentiaire. Et donc, ils se retrouvent donc dans la grande cour réservée aux détenus en bloquant toutes les artères, toutes les petites voies de sortie, avec des pancartes, avec des tambours et tam-tams, arborant quelques effigies de l'Ambazonie, les couleurs bleu, blanc que vous connaissez. Il se passe donc que sur le pancarte, on pouvait lire que un message qui revenait, à savoir que we want to back home, ils veulent rentrer chez eux. Quelques-uns des leaders qui ont été rapprochés à l'instar de Mancho BBC, Pelguerens, Kondrati ou Félix Ngalim, général, vont faire savoir qu'à la réalité, ils n'avaient plus leur place à la prison centrale de Konengui. Pourquoi? Parce qu'ils le ressentaient en eux comme une frustration due au fait qu'ils disent que depuis leur embastillement, depuis au moins 2 ans aujourd'hui, il y a eu au moins 2 vagues qui ont été extraites parmi eux et qui sont retrouvées en liberté sans trop comprendre les bases sur lesquelles cette sélection a été faite. Et à côté, pendant qu'ils ont montré leur bonne foi au travers d'un comportement assez bienséant à la prison centrale de Yaoundé-Konengui et disciplinaire également, il se passe que jusqu'alors, ils n'ont pas reçu le retour de la perche qu'ils ont tendu au gouvernement, parce qu'il vous souvient qu'il y a encore 2 ou 3 semaines, quelques leaders, en l'instar de Général Ngalim et de Mancho BBC, appelés à un back to school. Ils avaient écrit une lettre manuscrite qu'ils m'avaient personnellement remis et je l'avais publiée, je l'avais donnée à quelques médias, ça et là, et elle avait largement été relayée, cette correspondance-là. Donc, ils se sentaient abusés et au-delà, ils évoquaient une autre raison. Ils disaient que il y a, depuis quelques mois, les détenus du MRC qui sont arrivés par vagues pour des raisons tout aussi graves que les leurs, et ceux-ci ont connu une certaine célérité dans le traitement de leur dossier et des vagues de ces militants-là sont retrouvés à l'extérieur. Or, eux, ils sont là sans trop comprendre qu'est-ce qu'ils y font, pourquoi ils sont encore là. Donc, ils ont donc décidé de faire passer leur message au forceps. Le régisseur de la prison centrale de Yaoundé, M. Amadou Madi, qui vient de prendre d'ailleurs fonction de ce côté, en provenance de la prison principale de Mora, arrivé sur les lieux, sera presque rabroué. Ces derniers disaient qu'ils voulaient comme interlocuteur soit le ministre de la Justice, soit alors un émissaire directement venu de la présidence de la République. Il se passe que le régisseur va leur promettre de relayer le message quelques instants après d'ailleurs. Le préfet de Fundi va arriver sur les lieux. Il va décliner un message, disons, conciliant, fédérateur, à l'unisson et tout ce que vous voulez, mais qui n'a pas été suivi parce que juste derrière lui, il y a la RIX, le pugilat de violence qui va se déclencher. Là, nous sommes là dans les environs de 17h et 18h. Il pleuvait encore, il paraît qu'il a plu. Alors, juste avant la pluie et après, et pendant la pluie et après la pluie, il y a eu des séquences de violence inédites du côté de la prison centrale de Konengui. Tenez, entre détenus ou bien entre détenus et les gardiens de prison ou bien les... Alors, il se passe que les gardiens de prison ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Ils n'ont pas de matériel. C'est des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Il aura déjà fallu qu'ils trouvent des moyens de se retrouver hors du pénitencier parce que les extrémistes ou alors les radicaux qui se sont enfouis dans les groupes de manifestants ou le groupe des émeutiers pacifistes ont décidé de conduire comme un effet de boule de neige la plupart des autres vers des effets de violence. Et c'est en cela qu'on a commencé on a vu du feu. La bibliothèque centrale de la prison de Yaoundé a été brûlée. À partir de là, il y a eu comme une panique générale qui a fait sortir la plupart des autres détenus hors de leur quartier, qui sont sortis de leur quartier, qu'on a en compte 14 quartiers. Donc, vous imaginez donc 14 quartiers ouverts qui se retrouvent tous à la grande cour de la prison centrale, donc près de 5000 détenus qui se retrouvent là dans un effet de débandade tous azimuts. Il se passe donc que des groupuscules à l'intérieur de ces émeutiers se sont formés et c'est ces groupuscules-là qui ont apporté la violence, c'est-à-dire que ces derniers se dirigeaient systématiquement vers des quartiers et parmi les quartiers ciblés, il y a deux quartiers
spécialement ciblés parmi les quartiers spéciaux. Sur les 14 quartiers que compte Konegui, il y a 5 quartiers spéciaux, le quartier 7, le quartier 11, le quartier 12, le quartier 13 bis et le quartier 14. Et parmi les quartiers spéciaux qui ont été ciblés, il y a le quartier 7 qui a 4 locaux qui a été totalement mis à sac. Avec de ce côté-là des pertes matérielles, les pertes matérielles énormes, des forts montants d'argent qui sont portés disparus jusqu'aujourd'hui, parce que j'en ai causé avec quelques directeurs généraux qui logent dans ces quartiers 7-là. Et après, ces groupes de métiers violents se sont retrouvés du côté du quartier spécial 14, où la plupart d'anciens membres du gouvernement logent, et c'est là où on a connu quelques blessés, notamment l'ancien Premier ministre Inoni Ephraim, qui a reçu un coup, une arme blanche au niveau de la tête, il saignait. L'ancien ministre de la Santé, Urban Olangana également, qui a reçu une décharge au niveau de la tête, il saignait également. Les deux d'ailleurs ont été transportés aux environs de 22h, 23h hier, dans un centre hospitalier de la place. Quelques violences relatives également ont été commises sur les personnes de Iya Mohamed, l'ancien directeur général d'Africa Foot, président de l'Africa Foot et DG de Coton, ce sont des cotons, et des violences également subies sur la personne de l'ancien recteur de l'université de Douala, le professeur Dieudonné Oyono, qui ont vu leur chambre totalement saccagée. Et comme pour continuer cette rixe inédite, il se passe que d'autres réclamaient presque à Uadia peut-être le lynchage. Je parle bien de lynchage de l'ancien ministre de la Défense et ministre des Transports, Monsieur Edgar Alain Mebengor. Il aurait fallu qu'un groupe de détenus sous la conduite d'un condamné à mort, dont nous portons le cas aujourd'hui, un certain Dadjeu Serge Turan, qu'ils conduisent un certain nombre de détenus de gros bras pour aller sécuriser le local 3 du quartier 14 où se cachait presque l'ancien ministre de la Défense Edgar Lem Bongor. On a frôlé le pire, monsieur Serge Alain, autour. Ce qui s'est passé à Konengui hier, c'était inédit. Des violences inédites qu'on n'a jamais vues. En termes de bilan infrastructurel et matériel, c'est au-delà de la bibliothèque de la prison qui a été mise à sac, il y a la salle informatique qui avait jusque-là quelques ordinateurs qui permettaient aux détenus là-bas de préparer leur mémoire de défense, de les rédiger et de les soumettre à leur conseil, qui a été totalement détruite. Il y a la salle des machines qui permettait aux détenus mineurs de préparer leur réinsertion, qui a été totalement détruite. Les bâtisses administratifs, la bâtisse principale du chef du bureau de la discipline a été détruite, le bureau des intendants détruit, il y a des portails des quartiers comme le quartier 3 qui ont été arrachés. C'est beaucoup de dégâts qu'on a encore ce matin ressemblé à un vaste champ de ruines. Ok. Maître Biton, vous avez suivi le récit de David Deboutou. Oui. Une réaction? C'est un récit assez triste et regrettable, parce que il faut dire que je crois l'une des causes de cette mutinerie, c'est la surpopulation carcérale. Parce que Kondengi, avec 5000 détenus, c'est trop. Mais là, on pointe un doigt accusateur sur vous, les magistrats. Bon, oui. Pourquoi vous êtes les magistrats? Non, laissez-moi poser ma question. Dites-moi, franchement, c'est comme si on prend parfois du plaisir à envoyer des gens en prison. Pourquoi? Bon, vous savez, il y a plusieurs raisons qui... il y a beaucoup de prévenus là-bas. Oui, il y a beaucoup de prévenus. 80% des 5000, maître donnait le chiffre tout à l'heure, maître, oui. Je vous coupe pas la parole, sur les 5000 détenus, presque 5000 qui se retrouvent à Konengui dans ce pénitencier conçu pour recevoir seulement 800 détenus, 80% sont encore là sous mandat de détention provisoire. Il y a des gens là-bas qui se retrouvent à avoir passé 10 ans en détention préventive sans avoir jamais goûté au bonheur d'être jugé. Moi, j'ai un journal ici où un ex-magistrat parle même de 95%. 95%. Vous voyez, c'est au rabais que j'ai donc, David Deboutou est même modeste. Je dis que on devrait tout faire pour accélérer les procédures et juger les gens. Voilà. Ceux qui sont coupables, qui sont condamnables, qu'on les condamne. Et ceux qui, n'est-ce pas, sont innocents, on les relâche. Parce que ça ne fait pas bien, n'est-ce pas, de garder des gens
pour après dire qu'ils sont disculpés ou qu'ils sont relaxés, qu'ils sont acquittés ou non. Moi, je crois qu'il faut faire quelque chose. Et puis, on peut aussi décongestionner ces prisons. Moi, quand j'étais magistrat, dans le surtout du parquet, j'allais souvent faire des visites en prison et il nous arrivait, n'est-ce pas, d'accélérer certains dossiers, certaines procédures, et les consignes sont données, n'est-ce pas, de la part du ministère de la Justice, mais il y a comme, je ne sais pas, un esprit qui fait que la population carcérale est surtout des détenus, n'est-ce pas, qui attendent un jugement. Et je dis que tout cela est décrié, mais il y a beaucoup de choses qui militent à cela, parce que on a demandé qu'il faille créer, par exemple, un responsable magistrat chargé de l'exécution de la peine. Ça tarde à venir. Bon, vous savez que l'administration pénitentiaire est gérée par une administration qui est appropriée, mais comme il venait de le noter, ils n'ont pas assez d'instruments, ils n'ont pas assez d'armes. Et même s'ils en avaient, vous voyez le nombre de détenus par rapport au nombre de gardiens de prison, c'est assez limite. Parce que s'il fallait... ratio, David de Boutou, alors à peu près combien? C'est un gardien de prison pour 50 à 80 détenus. Ok. Elvis, David de Boutou parlait tout à l'heure de cette... les prisonniers issus de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest pensent qu'il y a deux systèmes de 2 poids 2 mesures. Ils sont là depuis 2016 pour certains, mais de l'autre côté, on libère. Ils ont vu certains manifestants pro-MRC, les marches du 26 et du 1er juin, libérés. D'où cette sortie, ce mouvement d'humeur d'hier. Vous comprenez leur action? Well, I think that in a nutshell, Serge Alain, we should be able to understand that people have a right to revindicate for what they think is not correct. And that we have a stubborn system whereby they want only you to take the hard way the only way. You know, we have a porous justice system in this country. Sometimes I know Barrister Ayapola Bine, who had also been a senior legal official from the Supreme Court, has been saying this too. Because when you look at it, the system, the modus operandi of the justice system tells you that it is not independent. You can't tell me that a magistrate is there, a case is in front of a magistrate, but he takes instructions from somewhere to execute. Whereas that magistrate had gone to school and is supposed to be a professional in that job. Now, you see how complex the issue becomes. So, if detainees, for example, are there in Kondenge, it becomes absurd that you see others live under unclear circumstances and nothing is said in your own case, and you have been there for 1 year, 2 years, 3 years. Now, if you look at what David Ebutu said quite clearly, I said we have irresponsible system in this country. You can't tell me that you have a prison meant for 700 persons, for example, and it's harboring over 5,000. And then, no competent judicial authority thinks that instead of keeping more than 95% of the persons there awaiting trial, they should be judged and we get their sentence faster, or those who are acquitted on time. Look at it critically. When I say people are irresponsible, they are. Because the more you keep 5,000 and above persons, the more the expenditure weighs on the state. Because you must feed them. If they get ill, you must evacuate them to the hospital, and all of it is under state budget. Do we really love this country? It means some people have deliberately refused to see justice being administered such. That's the more reason why when we find people coming up like that, it means it's a grievance that have been nursing for long. Now we're in a situation whereby when you call a prison administrator and you complain, he will tell you hierarchy will decide. Or the chef tells who say
they will send your problem to the hierarchy, and it ends there. So we have irresponsibility in all the directions search, and that's the most we say when you see the way Konege took over, Boya followed. The people that rule this country are sleeping. It's an indication that tomorrow may be New Bell, the next day might be Komsaba, the next day nobody knows might be Bamenda, and so we don't know. Yeah. So it becomes difficult because a stitch in time saves nine. In a developed country of this nature, prison administrator will resign. Minister of Justice, for failing in his duty, will equally resign because these are lapses. For the billions embezzled, we said earlier search, it is of no use keeping embezzlers in prison when their accounts are very safe where they are. If some of these embezzlers are going to go and arrest, as the state accuses them, was able to recover this money, they have been able to extend the prison. But the main problem is, why do you keep them for 2 years and above without putting them to trial? Without giving them their sentence so that they should be clear of it? Must it be, just like our magistrate here is saying, our barrister here, clearly saying that he has been visiting some of those detention centers. But the question now is, must someone sit for long without receiving justice? If that be the case, it means that the judiciary is clear that it's not independent. Must people be, look at the military court search. Why are people who committed crimes in Bamenda and Boya ferried over to the military court in Yaoundé? Are they saying there's no military court in Bamenda or in Boya? It means somebody somewhere is playing the tam-tam or the drum the wrong way. Okay. These are the consequences we receive. Okay. And the state should bear the responsibility of the disorder. Voilà. Camille Ateba, Elvis parlait de la gestion de ce qui s'est passé hier. Je crois, sous le contrôle de David Eboutou, que les mutins, entre guillemets, ont commencé par demander à rencontrer le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ce qui n'a pas été fait. Non, je dirais d'emblée qu'il ne faut pas utiliser des termes comme celui qu'on venait d'utiliser là pour peut-être qualifier ses compatriotes. Moi, je évoluerais plutôt sur le prisme de ce qu'on appelle la malgouvernance au Cameroun. Vous parlez de quel terme? Le terme de mutin. Et c'était quoi? Je préfère qu'on ne l'être pas. C'est la mutinerie. Bon, dans tous les cas, si vous les appelez mutins... Non, c'est le terme. C'est la mutinerie. Bon, en la prison, c'est le terme. Bon, considérons donc certains qui sont des mutins, mais dans tous les cas... gens qui se révoltent. Je vois en ces compatriotes des personnes qui ont exprimé un mal-être généralisé et qui a atteint des proportions inacceptables. Parce qu'on ne peut pas nous dire, au-delà des considérations politiques qui peuvent se dégager, au-delà des autres observations qui peuvent se dégager tout autour, n'en demeure moins vrai qu'il y a des corollaires de cette malgouvernance, même en milieu carcéral. Il me souvient qu'en 2008, le ministre Samadou Ali était encore ministre d'État garde des Sceaux. Il y avait déjà ce problème de surpopulation carcérale qui s'opposait. Et comme à l'habitude, nos gouvernants qui, d'habitude, sont conscients d'un certain problème, d'un certain nombre de problèmes, sont même, c'est-à-dire au parfum de tout, s'il veut dire de tous les soubresauts qui tournent autour du problème, mais ils n'attaquent pas le problème véritablement pour y apporter des solutions. On cherche plutôt à gérer des problèmes à travers des simulacres de solutions, ou alors un saupoudrage qu'on compose, mais à la fin qui n'amène pas une solution concrète au problème. Si on avait construit des prisons telles qu'annoncées en 2008 par le ministre Samadou Ali, ça aurait permis peut-être qu'on ait des prisons formellement identifiables et identifiées comme ça se passe partout ailleurs. Encore qu'on venait de lancer un rouleau compresseur pour incarcérer un certain nombre de personnes sous le prétexte de l'opération Épervier. Alors, si on avait peut-être construit des prisons dans des endroits autres que Yaoundé, ça permettrait tout au moins que ces gens, on puisse les gérer de façon humaine. Parce qu'au-delà de tout ce qui se passe là, M. Eboutou a parlé tout à l'heure, M. Faye, je l'ai aussi écouté tout à l'heure, mais je vous dis, il y a un problème de fond. C'est-à-dire quand vous êtes dans un milieu où la promiscuité ne vous permet plus de vous mouvoir, il est normal, quels qu'en soient les cas, que cela génère en vous des colères et des haines qui nous amènent donc à ce que nous vivons là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez qu'une seule prison centrale comme celle de Yaoundé. Et après, à côté, on met une prison annexe qui a à peine quelques places. Mais vous permettez toutes les fins de semaine d'envoyer au minimum 80 personnes, de déférer 80 personnes. Pour y vivre comment? Dans quelles conditions? Et où? Aujourd'hui, je me réjouis, entre guillemets,
du fait que ceux-là qui étaient les décideurs autrefois et qui ne faisaient rien le long de leur liberté, le long du moment où ils étaient en pleine grâce avec le régime, le chef de l'État, qui se retrouvent dans ces conditions. Vous avez évoqué le cas de M. Mebengo. Combien de personnes a-t-il foussé pendant qu'il était là? N'était-il pas, du haut de sa posture, de haut commis de l'État, de proche collaborateur du chef de l'État, de trouver une solution pour qu'on puisse décongestionner ce genre de situation, c'est-à-dire cette prison, pour qu'on puisse au moins décongestionner les prisonniers. Vous n'allez pas faire le procès de... Bon, je voudrais dire, pour chuter pour ce premier jet, que c'est un problème de fond et c'est l'une des conséquences, parce qu'il y en a beaucoup, de cette malgouvernance qui maintenant est orientée beaucoup plus au niveau carcéral. Je me souviens, il y a cela encore quelques mois, ça fait à peine 3 semaines, il y avait déjà eu un mouvement des militants du MRC qui exprimaient déjà mécontentement et avaient pris en otage les policiers qui étaient venus pour essayer de ramener de l'ordre. C'est pour dire, Serge, qu'au Cameroun, à la fin, tellement ça va mal que les uns les autres, même la prison, ne leur fait plus peur. Et c'est la conséquence de tout ce que nous avons vu hier. David Eboutou, je reviens sur la gestion de la crise. Ce qui s'est passé hier, ils ont demandé à rencontrer le ministre de la Justice. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On sait dans les démocraties avancées que, prenons le cas de la France, lorsqu'il y a un problème comme celui-là, le garde des Sceaux est là, le ministre de l'Intérieur, mais ce n'est qu'aujourd'hui que le ministre de la Communication a fait sa sortie. On n'entend pas parler les autres maillons. L'administration territoriale qui devrait aussi s'exprimer. Vous avez parfaitement raison. Permettez-moi de revenir de façon brève d'abord sur ce qui a été dit tantôt, avant de répondre à votre question. J'écoutais mon frère Faye tout à l'heure qui a fait une très bonne analyse, mais la chute, je ne partage pas entièrement, simplement parce que si nous nous en tenons à la sortie de son intervention, où il semble faire remarquer que des gens comme le ministre Mebengo, qui sont là-bas aujourd'hui, on aurait pu trouver des solutions pour leur prendre ce qu'on leur reproche en termes pécuniaires là, et puis agrandir des prisons ça et là. Je pense que c'est un raisonnement trop hâtif, simplement parce que si on poursuit ce raisonnement, on tomberait dans, et je parle sous le contrôle du magistrat, on pourrait tomber sous le coup de la présomption de culpabilité. Et non la présomption d'innocence que chacun peut jouir quand on est justiciable. Et donc je crois qu'à ce niveau-là, il faut relativiser. Les chaînes ont été établies parce que je peux aller plus loin pour dire à mon ami Faye que, vous savez, j'ai appris peut-être parce que j'y ai été, parce que j'ai séjourné à la prison centrale de Koningui, apprendre ce qu'une certaine presse parfois aux ordres, quand il faut légitimer quelque chose, nous sert, quand il faut envoyer quelques anciens pontes à l'abattoir, cette presse-là nous déverse. Il y a des presses qui sortent une fois tous les 2 ans, chaque fois qu'il y a une actualité comme celle-là, parce qu'il y a des décharges, ça et là, comme à un certain moment, on les a appelés la presse du Hilton. Ce qui se passe, c'est que si vous avez suivi la plupart des dossiers de l'opération Épervier, vous vous rendrez compte que ce n'est pas exactement ce qu'on nous a présenté au départ. Je vais vous prendre un cas, mon ami Faye. Si vous prenez le cas de l'ancien ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Atangana-Mabara, voilà quelqu'un qui a été libéré, acquitté, blanchi par la cour d'appel en 2012. Il se passe qu'il rentre en prison pour préparer ses valises et autres. On lui dit les documents ne sont pas encore rentrés, etc. Il attend. Et 3 jours après, un juge nommé Manyanga Mabé va aller en prison lui dire « Monsieur, j'ai retrouvé d'autres charges contre vous, vous allez attendre. » Et il y est depuis 10 ans. En fait, depuis 2012 encore, donc ça va faire 7 ans encore. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans encore. Donc il y a passé 2 ans et il est condamné à 60 ans de prison. Donc il lui reste presque un demi-siècle à passer de ce côté-là. Est-ce que ça fait sérieux ces gens d'habitude? On aurait donc, s'il fallait respecter un certain nombre de canaux, permettre qu'il sortasse d'abord pour qu'on lui serve d'autres motifs avant d'être condamné pour revenir. Malheureusement, donc des cas comme ça on peut en multiplier. Ce qui m'amène, moi qui suis particulièrement ces questions judiciaires, notamment les actualités autour de l'administration carcérale aujourd'hui, à avoir un peu de pincette quand il s'agit de ces questions-là. Parce que j'en ai vu des verres qui n'étaient pas mûrs. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, il est tout à fait regrettable, monsieur Serge Tout, de voir les lenteurs avec lesquelles les autorités, non seulement pénitentiaires ou alors de la justice, mais les autorités de l'ensemble de l'appareil répressif. Parce que quand on parle quand même de l'appareil répressif d'un pays, on voit l'armée, on voit la police, au cœur, on voit la justice, et puis il y a le dernier maillon qui est l'administration pénitentiaire. Donc, l'ensemble de ces autorités de l'appareil répressif-là donnent parfois l'impression que
ce qui arrive parfois de façon gravissime ne leur intéresse pas, et ils ne peuvent se mouvoir que quand leurs intérêts sont directement associés. Parce que je n'arrive pas à comprendre que les autorités directement impliquées ou interpellées dans le cadre de ces manifestations d'hier là soient restées dans un mutisme qui ne s'explique pas, ne soit pas sorti, et que ce soit le ministre de la Communication qui vienne 24 heures après nous sortir un communiqué, non, tout va bien, quelques blessés, ça et là, tout est rentré dans l'ordre, quelques interpellés qui sont en train d'être exploités. Ça fait pas du tout sérieux. Si il faille véritablement qu'on utilise ou qu'on convoque toutes les méandres d'une démocratie qu'on veut construire au Cameroun, ce n'est pas sérieux. Et cela, à mon avis, peut aller dans le sens de renforcer le postulat revendicatif de ces anglophones-là qui pensent que quand il s'agit de leurs questions, cela est traité coup-ci coup-ça parce que les anglophones, ça ne les intéresse pas, ça ne leur dit rien, et donc on peut, si ça les intéresse, au coup traiter, au coup ne pas traiter, au coup s'intéresser, au coup ne pas s'intéresser, et ce sont donc ce genre d'attitudes qu'il faut corriger, et c'est pour cela que je souscris entièrement à l'idée de ceux qui s'offusquent aujourd'hui sur le fonctionnement assez inhumain, insensible de notre justice aujourd'hui, qui parfois gère les hommes comme si on gérait des billes. Monsieur le magistrat, j'en sais quelque chose, je suis le fruit d'une terrible injustice. On gère des hommes comme si on gérait des billes. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, vous parliez, monsieur le magistrat, cher maître, du nombre pléthorique de la surpopulation carcérale aujourd'hui à Koningui. Pourquoi? Parce que là-bas, on retrouve des jeunes hommes qui ont volé le chien du bailleur, qui sont là-bas parce qu'ils ont volé la télécommande. Il y a là-bas des enfants qui y sont pour filouterie de nourriture. Et un magistrat, fort de sa stature, prend son papier, fait saisir et signe mandat de dépôt. Pourquoi? Pourquoi en est-on là? Quelle est cette façon de gouverner par la répression absolue, par la répression à tous les coups et par à coups? Cela me dérange. Ce d'autant plus que, monsieur le magistrat, il y a quand même quelque chose qu'on n'en parle pas toujours assez. Ce nouveau code de procédure pénale qui consacre quand même la liberté comme étant la règle et la prison comme l'exception. Il y a là des nouveautés inédites qu'on devrait parfois mettre en avant pour en parler. Avez-vous un domicile connu? Avez-vous un travail connu? Des parents, Etechira, bracelet, tout. Est-ce que vous êtes identifiable? David Eboutou, il y a quelques années, était encore connu, Etechira, mais un magistrat fort de la stature ou alors des interpellations qu'il avait reçues ça et là, a trouvé mieux de me signer un mandat de dépôt. Donc c'est cette légèreté-là qui fait qu'aujourd'hui on en arrive à une surpopulation carcérale qui ne s'explique parce que à force de signer les mandats de dépôt, vous vous retrouvez donc avec un magistrat qui a 200 cas à gérer. Qu'est-ce qu'il fait? Du jour au lendemain, il peut en appeler 30, 50. Il balance. Et il juge un cas, il renvoie 2 mois après. Et conséquence, vous avez donc des individus qui passent 2, 3, 4, 5 ans. Le cas de Gilles Omer sur un Kamela, cet individu que j'ai contribué à faire sortir de prison. 10 années de prison, cher maître, sans jamais avoir goûté au bonheur d'être jugé. C'est regrettable. Il faut dénoncer cela avec la dernière énergie. Ok. Faïlvis Taillon, sur cette lenteur, ça c'est, comme je l'ai dit, hein, les prisonniers du fait de la crise disent que ça fait 3 ans qu'ils sont là-bas. Rien ne bouge. Yes, sir. Et vous avez cité parmi eux Mancho BBC, qui il y a quelques semaines en appelait à ce qu'on appelle le back to school. Mais comment comprendre que Mancho BBC se retrouve encore en première ligne hier à Yaoundé? Well, sir, you know, the justice system in the country functions in a way best known only by those who man the justice system. If we have this, the penal code, criminal code, all those things are there. But when it comes to application, it's zero. Now, you discover like what David Eboutou is saying, the majesty will get up one day, decide your fate overnight. And that's why I sometimes ask myself, whether do these magistrates, I've been saying, they need to revamp the ENAM project. Because those who go there sometimes think that they have arrived. And so you could get up one morning and just sign remanded in custody. You put a stamp. And you say in 2 months' time, you don't care. Because cases are in front of you. And that's why it breeds corruption. If we had an independent justice system in this country, I am sure that the head of the judiciary by now should have been under fire.
The head of state would have called him. Can you explain to me within 24 hours what happened in Kodenge? Why the prison in New Bell has not been revamped? Why the prison in Kongsamba has not been probably reconstructed or whatever? But because everything hangs around, there is no organization in the justice system such as that, I must tell you. Because the justice or the magistrates decide your fate just like good morning. Even the Kankat system or the kangaroo system of appeal does not function as per se. And so if you look at it critically, said, from what we find, we are simply harvesting from what we sowed or we planted. Because the system is giving us back what we planted as per se. For the guys incarcerated, for example, you won't tell me that, as we got the statistics here, 95% of them are awaiting trial. Does it sound normal? Search what David is saying. I have done some research on it. Get to know the way they sleep in prison. You will not. Search will. I'm sure David will be telling you more about that. It is inhumane. And you ask yourself, can the son of a magistrate or the cousin or the brother be allowed in that condition? The obvious reason is no. Therefore, those who don't have the godfathers as per se, go through that. I keep asking, why do we even have the VIP section in the prison? The ministers who embezzled money should be sent in the popular side. Donc vous êtes contre cette façon-là de mettre le quartier VIP I, for one, as I speak here today, tomorrow and the day after, I don't buy the issue of VIP. Because if Edgar Allen Mobongo, for example, alongside with the government officials like Prime Minister F.M. Noni, were in power and they did not put these things in place, they should also go and test it. If I'm a minister and I'm charged for embezzlement, I should go and taste Kosovo so that it will dawn on my head that the people who live there are under precarious condition. You can't tell me that a prisoner is living under air condition, television set, watching and everything, and he will go out and come back and win because he has the money to give the prison officials who see him off. He visits his wife, sleep with his wife, and before 6 p.m. he's back in prison. This is what we call injustice of the first order. All of them, they should travel to Kosovo. So when you sleep on somebody's else and he gives you a crack in the night, you will know that prison conditions need to be revamped. Such these issues are things that we might say it, but people who have lived the experience, just like David is saying, I feel pity for him. There are many who have been able to catch up with illnesses in there because of the choked nature. Are we humans? Where is the Commission of Human Rights? Where is the Minister of Justice? How can somebody get up overnight and say, no, I need to see the Minister of Justice? Is their right search? Because they think that justice has not been administered to them. Why do we have bluff up administrators who don't want to listen because to them, they tax moi? Some will call you dogs, the way they want to call. Some will call you terrorists. Search, this is the magistrate here. Barrister, you will know that when you are on the remand in custody, of course you are considered innocent until proven guilty. But administrative officials start treating you already as a criminal. Some call those detainees terrorists already, who are in prison. When their judgment has not been passed to qualify them as terrorists, where do we stand from? Therefore, the state should take its responsibility. What I saw even in Boya prison, they're shooting and all the like. Now, the question now is, if prison officials are behaving in this manner, uniform officers go to shoot at the prisoners, you will hear the Minister of Communication comes as usual. Everything is under control. That is the usual thing we have in Cameroon. Instead of people saying we are sorry, it is true their living condition is calling for concern. We apologize. Maybe we'll vote a budget to extend the prison or to speed up justice. Those are statements from responsible administrators. In our own Cameroon, you don't find that. They will tell you, no, two souls to control. No, these are issues that we say many of these administrators search. They need to get back to school. A NAM program should be revamped and even closed for a new administrators setup and policy of administration and justice to be implemented. If not, we are killing innocent Cameroonians in the name of justice when they say justice delayed is justice denied. Voilà, on ne va pas jeter dans le thème, surtout le corps de la magistrature. Hein. Oui, il y a quand même. Oui, je crois que à certains égards, mon copanéliste, c'est monsieur Fa Elvis. Et a raison, parce que, vous savez, j'ai fait le service militaire.
Nous avons fait le service militaire en Gaoundéré. Et là-bas, qu'on vienne, parce que à l'époque, on avait connu le passage du procureur général près la Cour suprême, qui était passé là-bas, et des préfets qui passaient par là, et des magistrats. Là-bas, on est pré-militaire, tout le monde est pré-militaire. On ne vous appelle pas ministre, magistrat, policier. Non, vous êtes pré-militaire. Et ça devrait être la même chose pour les prisonniers. Si vraiment c'est la balance et la justice. Parce que, vous savez, nous les magistrats, nous sommes les serviteurs de Dieu, et même ministres de Dieu, selon la Bible. Mais nous prenons là une fonction que Dieu lui-même, n'est-ce pas, exerce. Et avec Dieu, il n'y a pas de discrimination. Vous avez commis un petit péché, pour lui, c'est la même chose que celui qui a commis un crime. D'ailleurs, on dit qui est coupable contre une loi, l'est contre toutes. C'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire que vous qui êtes coupable peut-être d'injure, vous êtes en même temps, vous êtes au même pied d'égalité. Je crois que le problème reste au niveau de la célérité. Bon, la célérité... Comment dit David Eboukou, c'est ça le problème. La célérité, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas véritablement leur place là-bas. Oui, la célérité, ce qui cause ce rengorgement, n'est-ce pas, des prisons, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de paramètres. D'abord, les magistrats sont en nombre insuffisant. Parce que déjà à la cour d'appel, je sors d'une audience où il y avait 250 dossiers à la cour d'appel. Une seule audience correctionnelle. Et il y a des audiences criminelles. Regardez donc au niveau de l'instance, la première instance, grande instance, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de dossiers pour très peu de magistrats. Et très souvent, on voit des magistrats qui sont dans d'autres juridictions qui se tournent pratiquement les pouces, alors que dans les grandes juridictions, on a besoin de beaucoup de magistrats. Il y a ça, il faut former beaucoup de magistrats. Il faut une bonne politique, n'est-ce pas, d'affectation, parce que on a l'impression que certaines affectations, c'est à tête chercheuse. Okay. Bon, il y a beaucoup de choses qui... la prison a besoin d'être multipliée, c'est-à-dire qu'on doit construire beaucoup de prisons, et certaines ont besoin d'être décongestionnées, d'autres même, il faut faire l'extension, parce que quand vous prenez comme notre système, on retrouve des VIP en prison, et vous voyez que... Non, des prisons, des quartiers VIP. Oui, des quartiers VIP, c'est ce que je veux dire. Vous voyez que les autres, qui étaient, comme on dit, Kosovo, ils sont allés directement là-bas, parce qu'ils savent que là-bas, ils vont trouver beaucoup de choses. Et je crois que la prison, on n'est pas là pour faire ce déséquilibre. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire là. Oui, on va revenir avec les états généraux de la prison. Voilà, on va revenir. Madame, monsieur, on va donc marquer notre première pause. Le temps d'aller rencontrer Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric. Au sommaire ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous reviendrons sur le film de la folle journée vécue à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Le bilan de cette violente mutinerie tel que donné par le gouvernement, lui qui reconnaît à demi-mot les plaintes et revendications de ces Camerounais incarcérés dans des conditions inhumaines. Et dans le communiqué du ministre de la Communication, il y a une volonté, une promesse du gouvernement de procéder à une diligence dans le traitement des procédures tout en condamnant ces actes d'insurrection selon les propos du ministre de la Communication. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et après cette mutinerie, ce sont les critiques qui fusent sur le gouvernement. La classe politique dénonce l'incapacité des pouvoirs publics à résoudre l'épineuse équation de la surpopulation carcérale et surtout la malgouvernance qui montre à quel point la justice n'est pas du tout gérée au Cameroun selon des partis de l'opposition. Réaction également à suivre dans le dossier consacré à cette brûlante actualité. Nous parlerons également dans le journal de 20h des projets d'aménagement routier à l'extrême nord du Cameroun. Ces projets piétinent. Au-delà de l'insécurité observée ces dernières années dans le septentrion,
le gouvernement tente de relancer ses projets visant à réhabiliter de nombreux axes routiers dans une région, l'une des plus enclavées du Cameroun. Nous en parlerons ce soir. Sajala. Voilà, fin de cette première partie équinoxoire. Je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour le débrief. Retour sur le plateau équinoxoire, toujours en compagnie de maître Martin Bitton, ancien magistrat. À côté de lui, Camille Ateba, David Eboutou et Fa Elvis Taillon. On a commencé par le dire, hein, Fa Elvis. C'est-à-dire qu'il a utilisé un mot tout à l'heure, il parle de solidarité avec ce qui s'est passé à Yaoundé. Vous voyez la chose comme ça? Il parle, c'est les mêmes causes, hein? Les lenteurs, c'est ça que les prisonniers de Buea ont voulu exprimer ce jour? Yes, such. If you look at the developments, that is the incident that took place in Yaoundé, and then culminating with that at the Buea Central Prison, it tells you it's the same thing. And remember that you see they have that solidarity, as you rightly mentioned, because 100 of them were supposed to be at the military tribunal in Buea, right, and they refused going, even though lawyers were present at the court. It tells you that it was a carefully worked out something, because they see no reason why they should be incarcerated with no headway. Imagine, we're talking about several adjournments. If you take the case of Siseko, Ayub, Tabe, and Co., this month we have got adjournment 3 times. The question now is, why do you keep adjourning cases that you don't have evidence to pin the people down and give their judgment? If you find them not guilty, why not release them? That's where we say that there is bad faith somewhere in the execution of justice. And as we said earlier here, Serge Alain, what we are harvesting is what we have planted. And so in any case, it tells you that the justice system in this country is porous. And as we said earlier, we are not praying for the unknown, but nobody knows when. It could be the turn of another prison and how far it could go. Therefore, it becomes an issue that Cameroon has good laws, good justice laws, so to say. When it comes to what we call application, judges take instructions from abroad or from a hierarchy. That's why we say that before most at times judgment is passed, the verdicts are already there. How do you explain that before I am judged, the verdict is already there? What we find here with the Justice Department, they simply play for time. Because if you look at those in Buea, the manner in which they delay and they are not bringing forth evidence to implicate them means that there is no case. Just like those who are in Yaoundé. So they have every reason, because nobody is willing to listen to them. All we have is arrogant response from the administration. Because of the arrogance, they see themselves as, it's better we die. After all, we are already like living corpses. That's why you see the results finding there, which is something we keep on saying, that any responsible government search that thinks that you are working for the interests of people, you must be able to administer justice properly as it's supposed to be. And so that's where we find ourselves. I think that we have every reason to say that those who were supposed to administer justice failed to do their job because of one reason or the other. Those are the consequences. Camille Ateba, justement, les prisonniers de la prison de Buea, on va les dire comme ça, qui refusent de se rendre devant le juge. On l'a dit, hein, est-ce que c'est forcément par solidarité ce qui s'est passé à Yaoundé? Je commence à penser progressivement que les événements de Yaoundé risqueront de faire tache d'huile sur les autres pénitenciers de la Donc République. vous dites que vous annoncez qu'après Buea, il y aura? Non, j'ai l'impression. Okay. Et au travers de cette impression, nous en avons désormais des faits. La prison de Buea jusqu'à hier ne signalait pas des soubresauts du genre. Oui. Si maintenant, et vous savez, même dans la vie de tous les jours, vous savez qu'aussitôt le Yaoundé donne le temps, peu importe le domaine d'action ou le domaine d'activité, ça donne comme un tempo aux autres entités de pouvoir se mouvoir. Je continue de le penser, Serge. Je dis ceci. Tant que le régime de Yaoundé, que nous aimons bien, au-delà de nos clivages politiques, continuera à gérer les problèmes de ce pays avec arrogance, avec délation et avec un manque de sérieux caractérisé, je vous assure que nous irons crescendo dans ce mal-être national. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des événements qui autrefois nous étaient très étranges.
Avez-vous déjà entendu qu'il y a eu ce genre de mouvement à la prison, c'est-à-dire d'une envergure comme celle-là? Avez-vous entendu que des gens aient le courage d'aller saccager des ambassades? On dit que c'était hyper violent. Avez-vous déjà vu des gens qui sont à même d'entrer dans un hôtel où loge le président, prêts à aller le lyncher? Je vous assure, nous le parlons ici, nous le disons ici, le mal-être est national. Même ceux-là, à un moment donné, qui pensaient qu'ils étaient dans ce qu'on appelle Tanga Nord et nous autres à Tanga Sud, se retrouvent dans une position où il n'est pas exclu que du jour au lendemain, ils se retrouvent à Tanga Sud. Le cas de M. Mbongo, je reviens là-dessus. Pourquoi ces mutins, comme j'accepte votre mot désormais, ce sont des mutins, pourquoi ces mutins ont subitement décidé ou alors profiter de ces événements d'hier pour s'attaquer directement à cet individu, à ce monsieur? C'est vous dire que c'est des gens qui ont créé des poches de frustration et qui continuent à le faire du moment où le peuple peut se sentir peut-être à même de se mouvoir ou de régler des comptes à certaines personnes qui leur ont fixé dans la vie. Il est normal, je mets normal entre guillemets, il peut être possible que ce genre d'exactions soient commises. Donc, alors pour chuter, je voulais dire... Mbongo bénéficie encore de la présomption d'innocence. Hein? Dans tous les cas, sur la forme juridique, c'est vrai. Mais dans les faits quotidiens, nous savons tous qui était Mbongo dans ce pays et les accusations quelque part qu'il aura commis. Okay. Je voudrais donc dire ici que il est vrai que cette situation peut être regrettable au vu de tout ce que nous avons aujourd'hui comme dégâts et déclarations du gouvernement. Mais nous n'avons pas passé le temps à présenter la République, à présenter le patriotisme, à présenter l'amour de la nation comme étant un beefsteak qui soit à même de préserver les Camerounais des tensions qui sont provoquées par ceux-là qui sont censés leur apporter des solutions. Et je termine en disant, il y a André Einstein qui disait que, dans une citation, je cite, que si vous attendez des solutions venant de ceux-là qui ont provoqué des problèmes dans votre vie, ça veut dire que vous avez désormais 2 problèmes. Alors, il est temps pour les Camerounais, je ne fais pas un appel à l'insurrection ou un appel quelconque, mais il est temps pour eux de prendre conscience du fait que nous sommes embassés désormais dans un bateau où nous avons des gens qui sont véritablement incompétents et qui ont atteint en fait la ménopause, leur permettant gracieusement et efficacement de ne plus solutionner nos problèmes. Voilà. Maître Martin Bitton, vous pensez, comme a dit Camille Ateba, ce qui s'est passé à Yaoundé, aujourd'hui c'est Boya, ça va s'arrêter à Boya ou bien... Il faut craindre justement que ça ne fasse tache d'huile. Et il faut dire que j'ai souvent parlé des frustrations qui surviennent ça et là, des déceptions, la grogne, n'est-ce pas, qui est en train de couver. Il faut vraiment arrêter rapidement, n'est-ce pas, ces poches de mécontentement, parce que ça risque d'atteindre un degré d'insurrection généralisée. Ça, on ne le souhaite pas. Or, il y a aussi le fait que lorsqu'on s'attaque à des gens comme Mbongo, il faudrait que les gens sachent que, aussi grands que soient les rois, comme disait quelqu'un, ils sont ce que nous sommes. Il faut que les gens qui sont en service sachent que demain, ils pourront se retrouver comme ces hauts cadres qui se retrouvent là en prison. Et nous autres, nous sommes aujourd'hui à la retraite. Bon, je ne me jette pas les fleurs, mais je crois que ma plus grande richesse, c'est la reconnaissance de certaines personnes. Ok. David Eboutou, vous êtes parti de Yaoundé pour ça. La direction d'Equinox Télévision vous a déplacé pour ça, pour nous dire un certain nombre de choses. Il y a ce qu'on appelle les VIP, les anciens ministres qui ont été attaqués dans leurs cellules. Qu'est-ce qui s'est passé réellement hier? On annonce que le ministre Olangena est blessé, le Premier ministre Inoni blessé, on a bousculé Léopold Oyono, Dieudonné Oyono, on a bousculé Iya Mohamed, Mbongo se retrouvait au quartier des femmes. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ce qu'on appelle les VIP? Parlons plutôt de quartier VIP. Oui, quartier VIP. Quand on parle de quartier VIP, il faut peut-être rappeler que ce sont eux-mêmes, ces détenus-là qui ont occupé, ces détenus d'aujourd'hui qui ont occupé de hautes fonctions au sein de la République, qui sont arrivés de façon fortuite dans ces conditions et ont trouvé des conditions assez inhumaines de vie de ce côté et ont décidé donc de se déployer matériellement pour
rendre leur cadre de vie acceptable. Si vous prenez le cas du quartier VIP, le quartier spécial 14, où logent la plupart des anciens membres du gouvernement, vous constaterez que c'est eux-mêmes qui ont mis la main à la poche là pour drainer soit de l'eau, construire des toilettes, etc. Pour rendre leur cadre de vie acceptable, parce que certains savent qu'ils sont pour longtemps. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé, je vous rappelais déjà tantôt qu'au Kondengi, il y a 14 quartiers et il y a 5 quartiers dits spéciaux. Et ces 2 quartiers spéciaux qui ont été terriblement violentés. Le quartier 7, où on retrouve un directeur d'une institution universitaire ici à Douala, à Ina, quelque chose dans ce sens-là. Il a vu son local totalement endommagé. Il le partageait avec le conseil technique numéro 1 de la Maïture, syndicaliste que vous connaissez très bien, Jean-Marie Zamboua-Mougou. Oui, Zamboua-Mougou. Dont le local a été totalement saccagé avec des effets personnels emportés. Je crois que jusqu'à ce matin, il n'avait pas où dormir. Mais davantage, le saccage s'est exacerbé du côté du quartier spécial 14, où effectivement, comme je commençais à vous le dire tout à l'heure, on a eu l'impression qu'il y avait des cibles poursuivies, particulièrement par des groupes de métiers qui voulaient en découdre. Et parmi ces personnalités ciblées, manifestement, il y avait l'ancien ministre de la Défense, l'ancien ministre des Transports, Edgar Alain Mbengo, qui n'a eu la vie sauf que grâce à un groupe d'autres détenus qui a presque décidé d'établir une barricade devant son local après l'avoir extirpé au niveau du quartier 5, où il y était agglutiné auprès de son épouse, parce que au début des émeutes, il y est allé, au début de la RIX, pendant que la RIX était encore à sa phase pacifique, disons-le ainsi, il est allé pour rendre visite à son épouse au quartier 5, qui jouxte un peu le quartier 14, et donc c'est y étant que se déclenchent toutes ces phases de violence-là. Il aura donc fallu, pendant que quelques groupes d'émeutiers réclamaient sa tête au niveau du portail de ce quartier féminin-là, qu'un autre groupe de détenus sous la conduite d'un condamné à mort très célèbre à la prison de Kondengi du nom de Dadjo, Serge Durand, qu'il aille l'extirper de là, l'exfiltrer de là pour le mettre dans sa chambre. Il loge dans le même local que le professeur Mendozieux, et ils y ont créé une barricade de sécurité. Et pendant qu'ils y étaient, c'est chaque groupe de détenus qui sortaient des armes blanches pour menacer. On parle d'une consommation exagérée de la drogue qui aurait circulé. On ne sait pas comment elle est entrée de ce côté-là. Mais sauf que pendant que ces groupes d'autodéfense, baptisons-les ainsi, essayaient de protéger le local de M. Atangana Kuna, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, et du ministre de la Défense, l'ancien ministre de la Défense, Edgar Alain Mbengo. Ces derniers, ces émeutiers radicaux, appelons-les ainsi, ont décidé de monter, se sont retrouvés en train de monter au niveau de l'estrade, donc plus haut, pour retrouver le local du Premier ministre qui est au bout de cette estrade-là. À côté de lui, il y a Iya Mohamed également, qui a été violenté. Il est très malade. Le président Iya Mohamed, il souffre de diabète. Et il est sous traitement d'ailleurs. Et donc, avoir des nouvelles tard la nuit et savoir qu'il a été violenté m'a énormément choqué. Et à côté de lui, il y a également le professeur Oyono qui ne se porte pas déjà très bien, qui est également violenté. Leur locage mis à sac. Le locaux mis à sac. Et leurs effets, certains là-bas cherchent quelques sommes d'argent, certains là-bas cherchent des montres, des chaînes, etc. Donc, c'était une scène assez inédite, une scène de violence assez inédite qu'a connue cette prison centrale de Yaoundé. Il y a donc un constat, au-delà de ce que les autres ont rappelé tantôt. Il me semble que... David, oui. vous m'avez dit qu'à un moment, même les gardiens de prison qui étaient dans le local des femmes ont dû être... exfiltrés par les détenus, par les détenus femmes, qui sont détenus justement, permettez la tautologie, au quartier féminin. C'est-à-dire que... on a inversé les rôles. Oui, c'est-à-dire que vous imaginez très bien l'intimité et le type de rapport qui s'est noué entre les geôliers et les détenus. Il se passe donc au niveau du quartier féminin, ce sont pour la plupart des geôliers qu'on y trouve, ce sont des geôliers femmes. Et quand la RIX se déclenche, il se passe qu'on a bien l'impression que les hommes en tenue qui sont dans service dans ces pénitentiaires-là sont aussi pris comme cible. Et c'est en cela que ces détenus féminins-là décident de venir au secours de ces 2 personnels féminins qui étaient sur place et de les exfiltrer en les sortant de l'autre côté du mur, parce que
elle ne pouvait pas savoir ce qui adviendrait si ce groupe des métiers radicalistes pouvait les trouver de ce côté-là. Donc, c'était des scènes de violence assez inédites, comme je le rappelais tantôt. Mais ce que je veux davantage mettre en avant, c'est que cela peut s'expliquer, comme quelqu'un le rappelait déjà ici, il y a comme une transposition de frustration qui fait que aujourd'hui, vous savez, la prison de Kondengui n'est plus la même que celle qu'on a connue il y a une dizaine d'années où on retrouvait quelques prisonniers de droit commun parce qu'on a arraché un téléphone, on a mal vendu un véhicule, le terrain, etc. Où c'est ce type de personnes pour quelques infractions ou délits qui s'y retrouvaient. Aujourd'hui, c'est vraiment des détenus qu'on peut classifier sous plusieurs types. Depuis une dizaine d'années, par là, on voit un nouveau type de détenus qui est arrivé là, c'est des hauts commis de l'État qui ont eu accès à un certain nombre de dossiers sensibles du pays, qu'on ne voyait qu'à travers la télévision, qu'on ne lisait qu'à travers les journaux, qui étaient presque des mythes, des murges, et qui se sont retrouvés subitement partis de ce piédestal-là pour se retrouver à la prison de Kondengui. Et il fallait donc déjà pour l'administration pénitentiaire de se réadapter pour apporter des mécanismes adéquats pour gérer ce type de prisonniers de ce côté-là. Après eux, on a vu il y a 2 ans l'arrivée des prisonniers anglophones qui sont arrivés. Il y a parmi eux, ce qui m'a marqué, je prépare d'ailleurs un livre dessus, sur au moins 70% qui avouent n'avoir jamais mis les pieds à Yaoundé et qui ont été simplement déportés pour se retrouver directement à la prison centrale de Yaoundé. Donc ils ont transporté leur mentalité. Ils vivent là-bas, j'y ai vécu avec eux, ils vivent là-bas avec leur mode de vie, ils se passent des messages entre eux, mangent entre eux, communiquent entre eux, se méfient des autres, et ce qui crée davantage une certaine ségrégation au milieu des autres détenus. Maintenant, il y a quelques mois, on a vu une autre catégorie de détenus arriver de ce côté-là, détenus plus engagés politiquement, des activistes politiques, des journalistes politiques, des militants, une nouvelle classe de jeunes qui se découvrent de nouvelles passions politiques. Je veux parler des sympathisants du MRC, des militants du MRC, le professeur Moïse Kamto et son directoire. Donc, ça fait donc que tout ceci, ces catégories de détenus-là, ces nouvelles catégories de détenus-là, vivant dans un espace commun clos, il devait y avoir tôt ou tard des affrontements, des confrontations qui... Donc ce qui est arrivé hier, comme on dit, ce qui est arrivé hier devait arriver. Vraiment, je ne sais pas ce que présagent les sécurocrates, ce qu'ils en pensent dans leur rapport d'expertise, etc. Mais pour... qui fait un peu de l'analyse sémiologique, chacun sait que ce qui est arrivé là, on n'a pas besoin d'être particulièrement polémologue, donc spécialiste de la guerre, pour savoir qu'effectivement, au travers de ces éléments-là, tôt ou tard, cette prison-là devait imploser. Elle est en plein cœur de la capitale. Il y a des tensions, il y a des frottements. Si vous y allez, vous verrez très bien la façon avec laquelle les prisonniers, par exemple, dits du Kosovo, avec les quartiers 8 et 9, qui regorgent à eux seuls plus de la moitié de l'effectif de la prison, près de 3000 détenus. Vous verrez la façon avec laquelle... Au Kosovo, oui. La façon avec laquelle ils observent, par exemple, les prisonniers dits VIP, des quartiers spéciaux, quand ils jouent au tennis le matin. C'est un regard méfiant, c'est un regard de haine, de colère. Ils ont l'impression que si leur vie... David, oui. On joue au tennis à Kondengui. Oui, c'est du sport, j'en ai joué moi-même. Il y a une cour et donc de temps en temps, il y a un espace aménagé pour jouer du tennis, pour jouer au football, pour jouer au handball. Et donc c'est une cour qui sert, une cour multisport qui reçoit tous ces jeux-là. Et les détenus du Kosovo jouent au tennis aussi? Il ne me semble pas que... je crois pas en tout cas. Alors ce sport-là, je crois que c'est plus... Permettez... Voilà, vous avez répondu. Oui, allez-y, terminez David. Pour dire que ces confrontations-là font donc qu'on a l'impression aujourd'hui que justement une certaine classe de détenus du Kosovo dont nous parlions tout à l'heure, on a l'impression que leur misère sont incarnées en ces personnes-là qui se retrouvent devant eux subitement, et il y a donc un sentiment de vengeance. C'est ce qui s'est passé hier par rapport à certains VIP. Je crois que hier c'était l'exacerbation ou alors la manifestation. L'état latent est parti à l'état manifeste. Et ils se sont dit, pour une fois, on peut passer à l'acte et assouvir nos passions, assouvir nos impulsions, parce que, justement, depuis, si nous souffrons, si nous vivons ces états, si nous vivons dans ces conditions précaires, il nous semble que ce sont ces personnes-là qui incarnent nos misères. Il faut donc en découdre, il faut en finir. Il faut peut-être une nouvelle pédagogie pour faire comprendre à ces gens-là que oui, peut-être ceux-là ont, à un certain moment, bénéficié des grâces de ces régimes-là, ont travaillé pour ces régimes-là, pour la République, d'abord, je préfère le terme République, mais qui ne sont pas toujours responsables
de leur malheur, qui ne sont pas toujours comptables de tout ce qui leur arrive, parce que tel qu'est architecturé notre système aujourd'hui, qui est un système de prépotence hyper présidentialiste, on sait très bien que les ordres qui viennent du haut sont difficilement refutés vers le bas, parce que le système est davantage vertical. Okay. Tout ce qui vient du haut doit être appliqué en bas, et c'est ce que disait presque, en paraphrasant Faye tout à l'heure sur la justice, les autres qui viennent du haut, on voit très bien que notre justice aujourd'hui, c'est difficile de dire que la justice camerounaise n'est pas instrumentalisée, n'est pas manipulée, du point de vue institutionnel même, c'est-à-dire qu'on vous dit que le président de la République est le chef supérieur de la magistrature. Oui. À partir de là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le magistrat sait très bien que c'est le président qui le fait et qui le défait. Et on a encore morcé notre petit vice ces jours-ci ou ces dernières années, qui fait que vous voyez systématiquement des magistrats qui sont promus à des postes politiques. Directeur général du port, directeur général de ceci. Il y a donc certains qui sont là dans des bureaux à se morfondre des doigts et qui se disent, pourquoi pas moi? Je pourrais bien... Alors, s'il se pose la question en disant, pourquoi pas moi? Si un ordre vient, non, il pourrait se dire, si j'exécute à bien cet ordre-là, je pourrais être récompensé quelque part par un strapontin. Ça fonctionne comme ça, et les conséquences, c'est que c'est nous qui en souffrons. Donc, Camille Ateba, d'abord, vous voulez dire quelque chose? Oui, si monsieur le magistrat permet. Allez-y, Camille. Oui, je voudrais dire que, toujours dans la lancée de monsieur David Eboutou, que il y a comme un fait qui voudrait que, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, qui s'apparente à un crépuscule de crapule entre guillemets, il ne se passe absolument rien pour remédier à cela. C'est-à-dire nous continuons dans le même film, la même théâtralisation. Parce que le communiqué que rend public le ministre de la Communication ne nous dit rien d'important. Au contraire, continue à caresser au sens du poil ces événements et semble minimiser les faits qui se sont déroulés là-bas, qui sont d'ailleurs très graves. Et maintenant, il y a un autre fait. J'ai été écœuré tout à l'heure en écoutant le journal de 13h au poste national de la CRTV. Non, on ne va pas faire un procès à la CRTV. Non, le confrère, oui, je vous en prie. Oui, dans tous les cas, mais j'ai suivi un papier dans ce journal où, je paraphrase, on faisait un parallèle entre les événements qui sont produits à la prison centrale de Konenguière et le meeting de l'appel républicain qui s'est produit à Bafoussam. Or, fondamentalement, il n'y a aucun lien. Mais quand vous voyez peut-être des gens qui sont sous tension, qui attendent de l'État autre chose, ou alors d'un média public qui est censé nous rassurer tous, autre chose, et qu'on puisse plutôt nous servir ce genre de choses, ça continue davantage à attiser une certaine tension, une certaine haine, et nous amener à penser à un moment donné que, au-delà de tout ce qui se passe, on a l'impression que rien n'est écouté, rien n'est suivi, et on n'est même pas prêt à apporter des solutions adéquates à cela. Okay. Et alors, l'heure est grave au jour d'aujourd'hui, parce que je voudrais, peut-être c'est ma dernière prise de parole, dire ceci, monsieur Serge. Dire tout ce que nous avons dit ici ce soir ne fait pas de nous des anti-républicains ou des non-républicains. Parce que je sais dans des forats tout à l'heure, il y aura des gens qui tireront sur nous disant que nous faisons. Mais dans tous les cas, peu importe les bords politiques que nous avons, nos appréciations, tout ce que nous faisons ici concourt à ce qu'il y ait véritablement une certaine sérénité au niveau de la nation. On ne demande pas à être comme tout le monde, ou bien ceux-là qui sont mieux nantis, mais avoir au moins cette sérénité qui voudrait que nous puissions nous mouvoir sans toutefois subir ces exactions qui viennent même de ces mieux placés là, les pressions, les intimidations quotidiennes que nous subissons du fait de ce qu'ils ont été parachutés à ces endroits-là. Ce sont ces multiples poches d'attention aujourd'hui qui nous amènent à ces endroits, parce que le Camerounais de 2019 ne peut plus être géré ou encadré ou dirigé comme celui de 1970. Voilà, vous permettez donc... Oui, Serge Alain... Parce qu'on arrive au terme de l'émission. Hein. Oui, je crois que nous gagnerions, après ces événements de la prison notamment, à arranger toutes les prisons de manière à ce que tous les prisonniers, n'est-ce pas, puissent avoir un mieux vivre. Et arranger toutes les conditions de manière à ce qu'on ne crée plus les clivages, parce que le monde a l'air d'être divisé, surtout dans nos pays, entre les riches et les pauvres, les démunis et les nantis. Alors, je crois que si on est vraiment humain, si on a l'amour du prochain, l'amour fraternel, nous devrions
pour le vivre ensemble, essayer de faire une sorte qu'on fasse une sorte d'égalitarisation, n'est-ce pas, des conditions de vie. Et je crois que les gens semblent oublier que quand on parle de Bamileke, Bassa, nordistes et tout ça, mais le monde a été créé au départ par Adam et Ève. Nous sommes tous frères, que ce soit les blancs, les noirs, les jaunes. C'est ça que les gens semblent oublier. Donc, vraiment, qu'on nous laisse cette affaire de clivage ethnique et autres. Oui, pour sortir. Last word, sir? Yes, I feel very disturbed because... Surtout, je voulais vous demander, on a vu les images du premier vice-président du MRC. Yes, which was a call for concern because we look at Mamadou Mota, a senior official vice president of MRC, being bundled in a truck because we don't know where he has been taken to, but you see he was bundled. If you look at the pictures detailing, you see even the military man, there's another person lying by his side, with the person standing on him, you understand? So we don't have respect for human beings any longer. And so where you have not been judged, you are still presumed innocent. The military, the way they hold you, the way they rough-handle you, tells you that in their mind, they already see you as a terrorist or as a criminal. That is why we say that CRM will continue to hit hard on that. Said, how do you explain that a man in Bamenda caught on the street, assumed to have committed a crime, cannot be tried in Bamenda but is transferred to Yaoundé overnight? A man caught in Kambe or in Bengui cannot be tried in that area. Overnight to Bafoussam, he's transferred. David le relevait tout à l'heure que beaucoup so it's not too good. So découvraient Yaoundé par la prison. Correct. Ce qui est regrettable. Yes. So at the end of it, we think that while we keep on saying, I know the government will listen as they've been listening and nothing will happen. But we are saying that as long as we keep talking as Ateba is saying, because we think things will be made straight, some of them over there will think that we are stubborn and very soon they start giving us names. But we are telling them that the moment they don't put things right, it will backfire, even on them. But they should have themselves to blame because the government should take responsibility of not granting justice in this country. Ok, David Eboutou, pour terminer, on a retrouvé 40 portables. Je veux savoir comment ça arrive là-bas. C'est des fouilles spontanées que... On a vu 2 lives hier. Oui, c'est des fouilles spontanées sur Facebook. C'est les autorités, c'est les fouilles spontanées. Comment on sait que ça ne doit pas arriver là-bas? 2 lives sur Facebook hier. Il y a des complicités, ces détenus ont des visiteurs qui peuvent utiliser des subterfuges pour faire rentrer des appareils en prison. Et donc maintenant on indique ça là-bas de temps en temps par des fouilles spontanées qui sont parfois mixtes avec des policiers qui arrivent à 4h du matin, tout le monde debout, on essaye de fouiller ça et là. 4h du matin 4h du matin, 3h, à toutes les heures en tout cas, pour retirer le matériel délictueux. Maintenant pour sortir, je voudrais dire qu'il est important que nous travaillions tous à un système, à parfaire notre système judiciaire, que nous travaillions davantage à conscientiser les acteurs qui sont au cœur de notre système judiciaire. Parce que, avec les actualités plurielles qui concernent notre pays aujourd'hui, il faut bien que les magistrats, les responsables de l'appareil répressif, sachent que l'histoire enregistre tout. Et il se passe que, peut-être, ceux qui ont la charge de signer des mandats de dépôt, de dire le droit aujourd'hui, se disent, demain ou après-demain, c'est quelqu'un d'autre qui viendra, et puis je vais m'en débiner, mais qu'ils sachent au moins que même s'ils sont manipulés, il se passe qu'il y a un papier qu'on appelle le mandat de dépôt, qui est comme un diplôme, etc. Et il y a des noms marqués en dessous. Quand nos enfants chercheront à savoir ce qui est arrivé à leurs parents, ils trouveront ces archives, cette documentation, et ils verront les noms de ces magistrats au bas de ces documents importants qui auront fait basculer nos vies. Et ils pourront donc se comporter comment? Se vengeront-ils? Chercheront-ils la progéniture de ces enfants? Voilà la question que ces magistrats qui sont appelés à prendre des décisions importantes. Merci. J'en parle parce que je suis une victime de ce système judiciaire qui m'a presque broyé. Et donc je dis, quand mon fils, qui a 3 mois, cherchera à savoir ce qui s'est passé avec son père, il aura ces documents et il y aura des noms des magistrats inscrits au bas et les différents responsables. Mais comment se comportera-t-il? Pour qu'on n'arrive pas là, que mon fils soit frustré, il faut qu'on travaille à parfaire le système judiciaire ou à conscientiser les acteurs en charge de dire le droit. Merci David. Merci Maître Biton d'être venu. Merci à vous. Également Camille d'être parti de Yaoundé. Bon retour. Merci Faël Viss. Welcome. You're always welcome.
Thank you very much, Serge, and greetings to my pastor, Pastor Reverend Theophilus. Okay. Of Mogui, that's in Batibou. Ok. Ouais, Batibo. Merci David Eboutou, bon retour à Yaoundé. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain à 19h. Bonsoir à la prison centrale de Yaoundé.